Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire NHS. Je suis Arnaud Sabatier, responsable des affaires médicales pour Nestlé Health Science. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur la thématique de la prise en soin des patients avec des troubles de la déglutition en cancérologie des voies aérodigestives supérieures. Pour animer ce webinaire, nous avons une experte du sujet. Nous sommes ravis d'accueillir Marion Girourou, orthophoniste au CHU de Grenoble-Alpes, docteur en sciences de la parole et du langage et copilote du groupe de référence pour la traduction et la mise en œuvre de l'IDDSI en France. D'un point de vue logistique, pour plus de confort lors de cette présentation, n'hésitez pas à mettre votre écran en mode plein écran et également posez vos questions dans le chat de droite pendant la présentation. Nous aurons une session de questions-réponses à la fin de la présentation de Marion. Je vais maintenant laisser la parole à Marion jusqu'à 13h45. Bonne présentation à tous. Merci Arnaud, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir dégagé du temps aujourd'hui ou plus tard en replay pour assister à ce webinaire. Alors, je vais commencer sans attendre pour vous présenter donc un petit peu la prise en soin pluriprofessionnelle des patients qui ont des troubles de déglutition dans le cadre d'un cancer des VADS. Alors, ce que je vous propose sur ces 3 quarts d'heure qui arrivent, c'est de rappeler rapidement ce qu'est une déglutition qui fonctionne, une déglutition qui ne fonctionne pas, de faire un tour sur les cancers des VADS, donc des voies aérodigestives supérieures, un petit rappel un petit peu sur leur traitement et puis sur les répercussions fonctionnelles. Donc là, dans le cadre de ce webinaire, c'est les répercussions sur la déglutition. Et puis de voir un petit peu le rôle de chaque membre de l'équipe pluripro, donc les rôles spécifiques de chacun, pour terminer par les principes généraux de prise en soin qui sont à la portée de tous. Alors, la déglutition, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction du corps humain, du corps, de l'organisme, qui permet le transport donc de salive, sécrétion de médicaments, d'aliments et de boissons, donc de ce qui peut être en haut, en fait, des cavités de la bouche, du nez, de la gorge vers l'estomac via l'œsophage. Elle a 2 fonctions, c'est un petit peu le pile et le face d'une pièce. En fait, elle doit assurer la sécurité des voies aériennes. Donc, il s'agit d'avaler en protégeant nos voies aériennes, donc sans faire d'inhalation, sans fausse route. Et puis, tout ça avec efficacité, c'est-à-dire que ce qu'on avale, il faut qu'on l'avale entièrement, que tout passe dans l'œsophage et qu'il n'en reste plus dans la gorge. Elle a une fonction évidemment de nutrition et d'hydratation. Il faut qu'on remplisse nos besoins. Et puis, une fonction au niveau de la qualité de vie. Quand on mange, on partage, on prend du plaisir, on est dans des moments conviviaux. Donc, voilà, c'est ces 3 fonctions un petit peu de sécuriser la respiration, assurer nos besoins et puis le partage et la qualité de vie. Alors, la déglutition normale, donc là, c'est des illustrations tirées d'une vidéo que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Dans le cadre d'un aliment, par exemple, là, comme dans ces illustrations, donc l'aliment, on va dire, va être mis dans la bouche. La langue va l'emmener au contact des dents, où il va être mâché. Il va être au contact de la salive, qui va le lubrifier, qui va pouvoir dégager aussi les arômes. Et puis, une fois qu'il est bien préparé, dans cette phase de préparation orale, une fois qu'il est bien préparé, bien insalivé, que c'est une pâte homogène prête à être avalée, il va être recueilli sur le dos de la langue qui va monter vers le palais et le propulser à l'arrière. Cette phase de propulsion, elle va déclencher ce qu'on appelle le réflexe de déglutition, qui est vraiment le moment exact où on avale, le gloops un petit peu de quand on avale, qui va permettre en fait à la gorge de se reconfigurer. Pendant toute la phase de préparation de l'aliment, on respire. Et puis, au moment de la déglutition, les voies aériennes vont se fermer pour se protéger, pour pouvoir laisser passer ce qu'on avale. Donc, il y a une reconfiguration de ce carrefour aérodigestif. La base de langue, en fait, va reculer. Elle va faire basculer l'épiglotte, qui est un petit clapet, qui va basculer, en fait, sur le larynx, qui lui-même va monter, se fermer, les cordes vocales se ferment. Il y a tout un tas de verrous comme ça qui vont permettre de sécuriser le larynx et les voies aériennes, et puis de faire descendre le bol alimentaire dans l'œsophage. Une fois que le bol alimentaire passe l'œsophage, tout revient à la position de repos et la respiration reprend.
Donc, quand ça se passe mal, on appelle ça donc un trouble de déglutition ou une dysphagie. Il y a plusieurs types de dysphagie. Ça concerne globalement, même hors cancer des VADS, 8% de la population mondiale. Et donc, quand ça se passe mal, on peut avoir des complications primaires, donc vraiment au moment de la déglutition, puis des complications secondaires qui sont soit avant, soit après. Les complications primaires, elles sont liées aux deux fonctions de la déglutition, à la sécurité et l'efficacité. Donc, un défaut de protection va entraîner des fausses routes, les inhalations, et puis un défaut de propulsion du bol alimentaire, donc un défaut d'efficacité, va entraîner des résidus dans la bouche ou dans la gorge. Ces résidus, s'ils sont trop nombreux ou qui sont à des... Enfin, voilà. Ces résidus, globalement, peuvent être après inhalés à la reprise inspiratoire. On peut faire fausse route sur ces résidus. Les complications secondaires, ça va être plutôt en amont des repas et en aval des repas. Quand on a des difficultés pour manger, on va possiblement moins bien manger, moins souvent, on va avoir de moins en moins d'apports, on va perdre du poids, on est à risque de déshydratation et de dénutrition, qui sont très, très fréquentes chez les personnes qui sont dysphagiques. On a un risque infectieux aussi si on fait des inhalations chroniques vraiment pendant longtemps et qu'il y a tout un tas de facteurs favorisants, des bactéries dans la bouche, qu'on n'arrive pas à tousser, ce qui fait fausse route, on peut avoir des infections pulmonaires. Et puis, voilà, dans le cadre du repas, dans le contexte du repas, allongement des repas, on peut être dans l'évitement, on va éviter certaines textures, on a un sentiment d'anxiété qui peut arriver, un isolement social, une fatigue, etc. Donc, la qualité de vie, évidemment, elle est fortement impactée dans le cadre de dysphagie. Donc maintenant, un petit point sur les cancers des VADS. Donc, c'est 16 000 nouveaux cas par an en France. Et en fonction de la localisation du cancer, en fait, va dépendre le traitement qui va être proposé et puis du coup, les séquelles fonctionnelles et donc les séquelles sur la déglutition. Donc, on a différents types de cancers. Les cancers LBP, lèvres, bouche et pharynx, qui vont concerner toute la cavité orale, donc les lèvres, les gencives, les joues, la langue, etc. Et puis l'oropharynx, c'est l'arrière de la bouche, avec le voile du palais, la base de langue. Les cancers donc plus bas dans la gorge, au niveau de l'hypopharynx, en avant au niveau du larynx, donc là c'est les cancers des cordes vocales et de la zone au-dessus et en dessous des cordes vocales, et puis les autres cancers, comme par exemple au niveau des fosses nasales. Donc, en quelques chiffres, donc oui, 16 000 nouveaux cas par an. La plupart des cancers des VADS sont les cancers des lèvres, de la bouche et du pharynx, suivis après par les cancers du larynx. Les facteurs de risque, ils peuvent être environnementaux ou comportementaux. Dans les facteurs comportementaux, on a notamment les conduites addictives, les consommations d'alcool et de tabac, qui en fait chacune augmente le risque de développer un cancer des VADS et qui, cumulés, font exploser le risque. On a aussi la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et puis, dans les facteurs environnementaux, on a les virus, notamment le papillomavirus, le HPV, dont on parle de plus en plus fréquemment, donc indépendamment des conduites addictives et qui touchent des personnes en général plus jeunes. Et puis, voilà, les pesticides, les poussières de bois aussi beaucoup sur les cancers des fosses nasales, la pollution. Au niveau de, donc une fois qu'on a discuté des cancers, donc la classification des cancers, elle se fait, donc la classification TNM, on va en fait regarder la taille du cancer, donc le T, regarder si c'est diffusé dans les ganglions lymphatiques, et puis regarder si c'est diffusé ailleurs dans les organes du corps. Donc, en fonction de la localisation et puis de cette classification, le corps médical va proposer aux patients certains traitements, donc la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie, isolément ou en combinaison. Donc, les traitements vont cibler la tumeur, les ganglions et les métastases, les éventuelles métastases, avec évidemment si possible, une préservation des tissus sains, des tissus qui sont proches, et puis une préservation des fonctions associées que sont la respiration, la déglutition et toute la communication dans son ensemble. Et bien évidemment, une préservation de la qualité de vie. Mais évidemment, ça reste un traitement pour un cancer, donc il y a quand même des séquelles fonctionnelles, des séquelles esthétiques qui vont quand même impacter la qualité de vie. Donc les traitements, donc d'abord la chirurgie.
Donc, une chirurgie, alors évidemment, en fonction d'où il va impacter plus ou moins la déglutition et certaines étapes de la déglutition. Une chirurgie, par exemple, qui va concerner la bouche, la cavité buccale. Par exemple, une chirurgie de la langue, c'est une glossectomie. Une chirurgie de la mâchoire, une mandibulectomie. On peut combiner plusieurs localisations. Ça va toucher toute la phase de préparation de l'aliment dans la bouche. Si la langue a été emportée partiellement, elle va avoir beaucoup plus de mal à transporter l'aliment dans la bouche, à le mettre au contact des dents. Si la mâchoire, pareil, a été enlevée partiellement par la chirurgie, on va avoir du mal à mâcher. Donc, toute cette phase de préparation du bol alimentaire, elle va évidemment être impactée dans le cadre des chirurgies buccale et oropharyngée. Et puis, ces étapes aussi de propulsion du bol alimentaire. Les structures, elles ont été... on a enlevé certaines parties, donc elles sont aussi moins fortes, elles bougent moins, et donc elles ont du mal à propulser le bol alimentaire. Et in fine, si la langue, elle recule pas bien, elle va moins pouvoir protéger aussi le larynx quand elle va reculer. Donc, on peut aussi avoir un problème au niveau de la protection des voies aériennes et donc un risque de fausse route. Au niveau des chirurgies laryngées, on a des laryngectomies partielles, donc on va porter une partie du larynx, des cordes vocales et des cartilages du larynx. Là, ça va surtout impacter la protection parce que le larynx, si on lui enlève ses verrous en fait de sécurité, il va être possiblement grand ouvert et les aliments qui vont faire fausse route vont pouvoir passer beaucoup plus facilement dans le larynx que si on a l'épiglotte qui bascule, les cordes vocales qui se ferment, le larynx qui monte bien pour se protéger. La laryngectomie totale, c'est une laryngectomie, donc on va enlever la totalité du larynx. Alors, il n'y a plus de risque de fausse route parce que la trachée est directement abouchée à la base du cou par le trachéostome. Donc, la personne va respirer par la base du cou. Il n'y a plus de communication avec la bouche. Par contre, comme ce sont de grosses chirurgies avec des greffes de lambeaux la plupart du temps, la propulsion va être difficile. Les lambeaux fonctionnent, bougent moins bien. Donc, on a très souvent des problèmes de propulsion dans les laryngectomies totales avec des difficultés pour avaler. Le curage ganglionnaire, où on va enlever les ganglions lymphatiques qui vont être atteints, ça va aussi entraîner des problèmes de propulsion et de mobilité parce que dans les zones des ganglions, il y a des nerfs qui sont nécessaires justement à la déglutition. En fonction du type de fermeture que le chirurgien choisit, en fonction de ce qu'il enlève, s'il suture directement ou s'il doit greffer un lambeau pour remplacer un petit peu les tissus qu'il a enlevés, on va avoir différents impacts sur la déglutition et donc notamment ce que je disais, les lambeaux, un des gros problèmes de propulsion. Et puis qui dit chirurgie dit aussi cicatrices et œdèmes qui vont là aussi limiter la mobilité. Ensuite, en parallèle ou en complément de la chirurgie, on a la radiothérapie et donc la dysphagie post-radique qui est extrêmement fréquente dans les cancers des VADS. À 6 mois, ce que je vous ai noté, à 6 mois, il y a la moitié des patients qui déclarent être dysphagiques, avoir des problèmes pour manger et 20% qui déclarent être douloureux. Et à 1 an, en fait, on n'est pas loin encore de ces chiffres-là. C'est pas, à 1 an, les résultats sont quand même pas très, très bons sur la dysphagie. Donc, cette dysphagie post-radique, elle est due à quoi, en fait? À tous les effets précoces et tardifs, les effets, en fait, aigus et tardifs de la radiothérapie, donc les rayons, en fait, traversent les tissus jusqu'à atteindre les cellules tumorales. Et donc, ça fait des dégâts sur leur passage. Donc, notamment, on a la radiomucite, qui est un effet précoce, qui arrive très précocement pendant le traitement. C'est une inflammation des muqueuses de la bouche, donc un peu comme des aftes géantes dans la bouche. Donc, quand on a ces ulcérations, évidemment, c'est très douloureux et donc on mange moins. Et donc, en plus, on est à gros risque de dénutrition. Les glandes salivaires peuvent être touchées par la radiothérapie, notamment si la radiothérapie, elle passe vers les muscles de la mastication ou de la langue. Les glandes salivaires sont touchées, donc elles produisent moins de salive et en plus, cette salive, elle change un petit peu de composition, donc elle devient plus épaisse, donc elle joue moins son rôle de lubrification des aliments, elle joue moins son rôle de transport des arômes aussi, elle joue moins des molécules
sapide, de la saveur. Elle joue, son rôle aussi d'équilibre bactérien de la bouche. La salive, elle est très importante aussi pour l'équilibre de la bouche. Les rayons, quand ils passent aussi sur les muscles, ils vont, donc plus tardivement, là, ils vont en fait engendrer une espèce de réparation. Donc les muscles vont essayer de se réparer et en fait, il y a du tissu cicatriciel qui va se mettre au niveau des muscles et donc en fait, les muscles deviennent de moins en moins élastiques. C'est ce qu'on appelle la fibrose post-radique. Donc quand ça touche là aussi les muscles de la mastication, on va avoir ce qu'on appelle une limitation d'ouverture buccale, un trismus, où la personne va avoir beaucoup plus de mal à ouvrir la bouche. Donc, bien sûr, ça va se répercuter sur la déglutition, sur la mise en bouche. On va avoir du mal à croquer dans une pomme, à mastiquer. On va avoir du mal aussi à parler, à sourire, à rire, on va avoir du mal à faire ses soins de bouche aussi, à aller chez le dentiste. Et au niveau de l'œsophage, c'est pareil. Si on a une fibrose au niveau de la bouche de l'œsophage, en fait, l'œsophage s'ouvre moins bien et donc les aliments ont beaucoup plus de mal à le franchir et à descendre. On a aussi des pathologies dentaires qui vont impacter aussi la déglutition. Et puis, des œdèmes, là aussi, sur la radiothérapie, qui sont très fluctuants. Donc, en fait, quand c'est tout gonflé, ça va comprimer certaines structures et rendre la propulsion difficile. On a aussi, évidemment, de la douleur, de la fatigue et puis une perte d'appétit. Et la dernière illustration, là, on voit les petits nerfs. On a aussi des neuropathies après la radiothérapie. Quand les nerfs sont sur le passage des rayons, on va avoir comme ça des inflammations, des pathologies nerveuses. Et donc, les nerfs sont impliqués dans la déglutition. Donc, en fait, on peut retrouver après plein de soucis au niveau du mouvement des organes impliqués dans la déglutition. Et puis, la combinaison radio-chimio, pour potentialiser l'effet du traitement, en fait, pour avoir un meilleur effet sur la tumeur, mais aussi, en fait, ça potentialise aussi les effets secondaires. Et donc, la xérostomie va apparaître beaucoup plus tôt pendant les rayons, la mucite va être beaucoup plus importante, les douleurs neuropathiques aussi, beaucoup plus fréquentes, tous les patients vont s'en plaindre. La fibrose et le trismus sont de plus en plus fréquents aussi. Donc, on a vraiment des grosses implications sur la déglutition, autant sur la protection des voies aériennes que sur la propulsion du bol alimentaire. Avec, au final, de moins en moins de prises alimentaires, avec des patients qui mangent de moins en moins, qui ne remplissent plus leurs besoins nutritionnels et hydriques, et donc une dénutrition, une déshydratation. Et bien sûr, une grosse répercussion sur la qualité de vie des patients, 80%, une qualité de vie dégradée en lien avec la déglutition, avec la dysphagie dans le cas d'une radiochimiothérapie. Donc, cette qualité de vie qui est extrêmement dégradée, on va l'évaluer, il faut absolument l'évaluer en fait. On évalue la fonction, les organes touchés, on évalue la déglutition, ce qui va pas, mais il faut vraiment s'intéresser à la qualité de vie du patient. Parce qu'il arrive très fréquemment que dans nos évaluations, on ait l'impression qu'en fait, ce soit un peu la catastrophe, mais que le patient dise non, mais pour moi, en fait, tout va bien, je m'en sors très bien. Et à l'inverse, des évaluations qui sont quand même, une déglutition qui reste fonctionnelle. Et en fait, le patient est extrêmement en souffrance parce que son contexte de vie fait que c'est ultra important pour lui. Donc, je vous ai noté comme ça quelques questionnaires que le patient, le patient en fait va répondre à ces questionnaires. C'est des versions françaises. Donc, sur la dysphagie, en général, vous avez le DHI. Un questionnaire de qualité de vie en lien avec la dysphagie dans les cancers des VADS, vous avez le MDADI. Et puis, en lien avec la dysphagie dans la laryngectomie totale, vous avez le SOAL. Et le questionnaire de qualité de vie en lien avec le trismus aussi, vous avez le FGTQ2. Tous sont disponibles en français. Donc, n'hésitez pas à proposer ces questionnaires à vos patients et notamment au cours du traitement pour suivre un petit peu l'évolution et l'impact et pouvoir cibler après vos accompagnements, pouvoir réorienter vers les professionnels qui seront concernés par les difficultés des patients. Donc, après avoir fait ce petit tour, la prise en soin par l'équipe pluriprofessionnelle, alors évidemment, elle va cibler un petit peu tous ces aspects et donc, notamment, en ligne de mire, c'est vraiment toujours la sécurité de la déglutition. On est censé optimiser la sécurité, que la personne puisse manger sans faire de fausses routes ou en tout cas sans qu'elles aient d'impact sur
sur sa santé, qu'elle puisse manger efficacement, et puis toujours pareil, cette qualité de vie qui est vraiment notre ligne de mire en fait. Si la personne, ça lui va comme elle mange, en gros, on lui fiche la paix. Alors, j'ai mis là un petit peu tous les... Alors, non, pas tous, justement, la liste n'est pas du tout exhaustive. Voilà, un certain nombre de membres de l'équipe pluriprofessionnelle qui vont graviter autour du patient. Vous voyez que la personne, elle est au centre. On est sur des approches personnes-centrées, centrées sur la personne. Et puis, je lui ai mis aussi tout son petit village, sa famille, ses proches avec lui, parce qu'on accompagne une personne dans un système. Alors, je vais rapidement décrire un petit peu les rôles propres de chacun. Donc, bien sûr, le corps médical, un petit peu en chef d'orchestre de toute l'équipe, en partenaire en tout cas de toute l'équipe, qui va être là au départ au moment de la plainte de la personne, l'accompagner sur le parcours diagnostique, lui annoncer son diagnostic au cours d'une consultation d'annonce. Alors, ça peut être un médecin ORL, maxillofacial, ça peut être différents types de médecins. Le radiothérapeute va aussi être impliqué, l'oncologue. La mise en œuvre, donc il va proposer des traitements aux patients, mettre en œuvre ces traitements et puis assurer le suivi post-traitement. Dans l'équipe soignante, infirmiers aides-soignants, donc les infirmières vont aussi participer à une consultation d'annonce où elles vont reprendre les annonces qui ont été faites au niveau médical. S'il y a une chirurgie, procéder à un test au bleu pour voir si on peut faire une reprise alimentaire. Un test au bleu, on fait boire un colorant au patient et puis on regarde au niveau de la trachéotomie, en fait, au niveau de la trachée, s'il y a un passage du bleu, ce qui veut dire que c'est mal suturé, qu'il faut attendre avant de reprendre l'alimentation. Elles vont faire, vont assurer tous les soins, les pansements, cicatrices, trachéostomes, la canule, les soins de bouche super importants, parce que, encore une fois, si on fait des fausses routes, il faut que la salive qui va faire des fausses routes soit la plus saine possible pour éviter d'embarquer des bactéries dans les poumons et risquer une infection pulmonaire. Gérer les aspirations et puis faire toute cette éducation thérapeutique aussi du patient autour du matériel et de son nouveau un petit peu mode de vie en fonction de ce qu'il a eu. Les aides-soignantes vont accueillir en amont du traitement la personne, préparer tout le matériel pour après la chirurgie s'il y a une chirurgie et procéder aux soins d'hygiène, gérer la reprise un petit peu d'autonomie et surveiller les repas. L'accompagnement par le psychologue est super important. C'est des traitements qui sont très mutilants, très invalidants. Donc, en amont des traitements, on va avoir une rencontre, si possible, pour établir les prémices de cette alliance thérapeutique qui sera nécessaire pour la suite. Et puis, un soutien tout au long du parcours de soins avec une écoute, une contenance des angoisses, une gestion de toutes ces angoisses, cette vie psychique et un soutien aux aidants. Et elles sont aussi hyper importants dans l'équipe pour faire aussi les relais entre les professionnels, patients, etc. Le kinésithérapeute, est hyper important en cancéro des VADS, notamment pour assurer la gestion un petit peu de tout ce qui va être fonction respiratoire. C'est la fonction la plus importante de notre organisme, c'est la respiration. Donc, assurer à tout prix la sécurité respiratoire, apprendre au patient à faire une toilette bronchique. Donc, d'abord, il va le guider et puis petit à petit, faire en sorte qu'il puisse faire lui-même ses toilettes bronchiques. Lui apprendre à évaluer ses sécrétions aussi, sa dyspnée, pour que si le patient voit qu'en fait, il y a un truc bizarre, il puisse vite consulter son médecin, son kiné. Lui rappeler que l'activité physique, c'est important. Et puis, l'aider aussi dans la gestion des aérosols en lien avec les IDE. Les kinés vont aussi s'occuper de tout ce qui est système cutané, trophique vasculaire, donc notamment les cicatrices pour éviter qu'elles soient adhérentes, les œdèmes avec ce drainage lymphatique pour libérer un petit peu ces zones et permettre une meilleure mobilité. Et puis, prendre en charge aussi les séquelles de chirurgie, donc tout ce qui est lié, lésions nerveuses, reconditionner le patient après sa chirurgie pour qu'il reprenne un petit peu la marche, le reconditionner à l'effort. Travailler au niveau de la posture globalement, c'est des patients qui ont souvent une posture assez typique avec la tête très, très projetée en avant, très peu de mobilité au niveau des épaules. Donc, tout ça, le kiné va pouvoir gérer et puis aussi travailler
travailler la douleur et tout ce qui est sphère oromyofonctionnelle, notamment le trismus par exemple et la déglutition en lien avec l'orthophoniste. L'ergothérapeute et la psychomotricienne peuvent aussi, si on en a dans les équipes, peuvent aussi intervenir au niveau de l'ergothérapie pour adapter l'environnement, la posture du patient, proposer des aides techniques aussi pour l'alimentation et la prise de boissons. Alors, beaucoup moins souvent que dans les dysphagies neurologiques parce que voilà, on n'a pas d'hémiplégie, d'héminégligence, mais on peut avoir recours quand même aux ergothérapeutes pour pouvoir adapter certains ustensiles notamment. Et puis en psychomotricité, travaille aussi autour de la relaxation de l'image du corps qui est réellement dégradée, de voilà le schéma corporel, gestion de la douleur aussi, et puis voilà prise de conscience un petit peu de toutes ces nouvelles tensions corporelles. L'orthophoniste donc va aussi participer, si possible, à la consultation d'annonce pour pouvoir expliquer les répercussions du traitement sur la déglutition et sur la communication en général. Elle va aussi participer à la gestion du matériel, à l'éducation thérapeutique sur le mouchage, la gestion des canules et faire son évaluation des fonctions de communication et de déglutition, pour pouvoir après prendre en charge cette déglutition qui nous intéresse aujourd'hui. Donc toujours dans cette optique de promouvoir en tout cas la sécurité et l'efficacité, donc la protection des voies aériennes, la propulsion du bol alimentaire. Et elle va proposer de la rééducation, donc avec une visée à long terme. On va renforcer les muscles, améliorer leur amplitude, leur coordination pour que la personne puisse manger en sécurité et avec efficacité à terme. Et en parallèle, le temps que ça se soit possible, en fait, proposer des compensations, recommander certaines adaptations qui vont permettre à la personne de manger quand même tout de suite. Un petit peu comme une béquille, en fait, si on se casse la cheville, on ne peut pas remarcher, on ne peut pas recourir tout de suite, ça c'est la visée à long terme, mais en attendant, avec une béquille, on va quand même pouvoir marcher. Donc c'est un petit peu l'idée des adaptations, c'est temporaire, vraiment sur les phases aiguës ou en cas de radiothérapie sur les phases au contraire chroniques pour continuer à pouvoir manger. Donc là, c'est vraiment au moment de chaque déglutition, mettre en place, donc, par exemple, des postures, des manœuvres ou alors des adaptations de texture. Mais ça, à chaque fois, c'est proposé en fonction d'une évaluation qui a été faite. Sur la déglutition, évidemment, on va avoir besoin du service diététique parce que, comme je l'ai dit, la dénutrition est hyper importante dans les cas de dysphagie et encore plus dans les cas de cancer des VADS. Et donc, cancer VADS, dysphagie et dénutrition, c'est un peu le trio gagnant. Avant le traitement, il y a déjà beaucoup de dénutrition et pendant et après le traitement aussi. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les apports, ils diminuent. Ils diminuent parce que on a moins de goût, parce qu'on a une dysphagie, donc on mange moins, parce que les traitements font que, voilà, en plus, on a moins d'appétit, etc. Et puis, par contre, les besoins augmentent du fait du cancer. Le diététicien va pouvoir participer aussi, s'il peut, à la consultation d'annonce, en fait, voilà, tous ceux qui peuvent. Et puis, donc, cette lutte contre la dénutrition, évaluer l'appétit du patient, regarder ce qu'il mange par la bouche, calculer un petit peu, faire un suivi régulier, et puis proposer des adaptations, fractionnement des repas, des supplémentations orales aussi, et puis gérer cette nutrition artificielle si la personne ne peut plus suffisamment manger par la bouche ou pas suffisamment en sécurité. En lien avec l'orthophoniste, ce binôme orthodiète est super important pour l'adaptation des textures. L'orthophoniste, elle va recommander certaines adaptations, mais le diététicien va permettre de les mettre en œuvre avec la cuisine. Et donc, la cuisine qui sont, voilà, on les rencontre pas souvent, mais c'est quand même un petit peu le cœur du sujet. On a besoin de ces cuisiniers pour pouvoir déjà développer des recettes adaptées aux besoins des patients et de développer en fait des fiches techniques pour standardiser la préparation pour que, quel que soit le cuisinier qui va le faire, le résultat soit toujours le même. Alors, c'est pas très drôle voilà, d'avoir aussi peu de flexibilité, mais pour les patients qui sont dysphagiques, on a besoin d'être sûr que ce qu'ils mangent est adapté à leurs besoins et ne va pas les mettre en danger. Ils vont pouvoir adapter les textures en fonction donc, des recommandations qui ont été faites et puis adapter après voilà, la taille des portions, enrichir si besoin et proposer différentes
différents types de repas, d'aliments, de décliner un petit peu différemment selon les patients, avec des repas froids pour les patients qui seraient nauséeux, l'ajout de sauce pour ceux qui auraient une sécheresse buccale, par exemple. Voilà, le goût métallique qu'on a très fréquemment après une radiothérapie. En ajoutant un peu des produits laitiers à la viande, on peut estomper ce goût métallique. Voilà, donc après avoir vu un petit peu le rôle propre de chacun, un point sur les principes généraux de prise en soin pour que voilà, chacun a son rôle à jouer dans cette gestion, dans cette prise en soin de ces patients qui ont une dysphagie. Déjà, en principe très général, la prévention. Alors, c'est plutôt ça dans le cadre vraiment des cancers des VADS, mais il y a des campagnes de sensibilisation, en fait. C'est des cancers qu'on traite encore trop tard et dont les traitements ont tellement de répercussions sur la qualité de vie que c'est vraiment important de les prendre en charge le plus tôt possible. Donc, ces campagnes de sensibilisation, il y en a une encore il y a 2 semaines, la 3e semaine de septembre, qui s'appelle... voilà, je ne sais pas si vous avez vu, les cancers ORL, on les écharpe et donc on se met des écharpes autour du cou et on poste ces photos. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire à la population générale, si vous avez un de ces symptômes un peu spécifiques pendant plus de 3 semaines, il faut absolument que vous alliez consulter. Voilà, donc dans les symptômes, c'est des douleurs à la langue, c'est des aphtes qui ne cicatrisent pas, une coloration qui change, ça devient dur, une voix qui commence à s'érailler, des douleurs, etc. Donc un symptôme pendant plus de 3 semaines, consulter, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, il y a l'autodépistage. Le rôle de l'équipe, de chaque membre de l'équipe, ça va être vraiment d'éduquer le patient à s'auto-dépister. On n'a pas de dépistage systématique, en fait, pour les cancers des VADS, comme on peut avoir dans d'autres types de cancers. Donc, en fait, il faut apprendre à la personne à s'auto-examiner, à s'auto-palper, un peu comme les auto-palpations pour dépister le cancer du sein. Donc, en fait, observer ces zones où le cancer des VADS ces zones où il y a fréquemment en fait une apparition de tumeurs, donc la langue, les amygdales, le plancher de bouche. Donc en fait, on va expliquer aux patients voilà comment il faut que vous palpiez un petit peu le cou, il faut que vous regardiez dans vos lèvres, dans vos joues, regardez votre langue, regardez si c'est symétrique ou pas, si c'est gonflé, si c'est dur, si c'est décoloré. Et si vous observez ce genre de choses, n'hésitez pas à consulter. Et notamment, ces cancers, ils ont une récidive très fréquente, un taux de récidive très fréquent. Donc, ce n'est pas parce que les personnes ont été traitées une première fois que ça ne peut pas revenir. Donc, il faut vraiment leur apprendre à s'auto-examiner. Je vous ai mis aussi un exemple de checklist un petit peu pour les personnes et leur entourage, pour vraiment au niveau de la déglutition. Là, voilà, si vous avez des difficultés à gérer un petit peu la nourriture dans votre bouche, s'il en reste dans les joues après avoir avalé, si vous avez la voix qui gargouille un petit peu après avoir mangé, si vous avez un reflux, etc. Donc voilà, on dit aux patients de vérifier un petit peu tous ces signes et s'il y a quelque chose qui apparaît, d'aller à nouveau consulter le médecin, l'ortho, etc. Principes généraux de prise en soin encore, la douleur, j'en ai parlé sur les slides pour les membres de l'équipe, mais donc il y en a qui sont plus formés en fait à gérer la douleur, mais globalement c'est tout le monde en fait qui doit prendre en compte la douleur de la personne. Quand on a mal, on va pas bien et on n'arrive pas bien à faire ses exercices et on n'arrive pas bien à manger et donc on mange de moins en moins et donc on est encore plus à risque de dénutrition. Donc la douleur, elle peut survenir dans les cancers des VADS pour plein de raisons. Voilà, les cicatrices, les neuropathies post-radio, pendant la radiothérapie avec cette mucite dont on a parlé, c'est la dysphagie dans les cancers des VADS, elle est quand même très souvent associée à de la douleur. Il faut absolument la prendre en compte pour ces personnes. Et l'hygiène bucco-dentaire, qui est, quand on parle de dysphagie, en fait, la première chose à faire, la première chose à laquelle il faut qu'on pense tous les professionnels de santé, c'est vraiment les soins
l'hygiène bucco-dentaire, les soins de bouche. On a besoin d'avoir des bouches qui soient propres, surtout si, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important, surtout si on a des risques de fausse route. La bouche, elle doit être propre pour que la salive, les aliments, les boissons qui vont potentiellement tomber dans les poumons ne soient pas colonisés par des bactéries. Et donc, notamment avec la radiothérapie, on a une xérostomie, une sécheresse de bouche, donc on a un gros risque de déséquilibre de la flore buccale. Donc, ça met nos patients à risque de pneumopathie. La xérostomie, donc elle a cette sécheresse, elle a un gros impact aussi sur la qualité de vie parce que c'est pas agréable de parler la bouche sèche, c'est pas voilà, on a un mauvais goût dans la bouche quand on a la bouche sèche, on n'a pas de goût des aliments, donc ça, on perd aussi de l'appétit. Et puis quand on a la bouche sèche, on met beaucoup plus de temps à mâcher les aliments parce que il faut les ensaliver, donc si on a moins de salive, en fait il faut prendre encore plus de temps pour les mâcher. Il faut avaler beaucoup plus parce que ça descend pas bien et donc le temps du repas est allongé. Donc il faut absolument un suivi dentaire fréquent dans ces cancers avec une installation de routine d'hygiène conséquente. Et puis pour la radiothérapie, les patients aussi ont des gouttières fluorées à porter tous les jours. Cette hygiène bucco-dentaire, donc c'est ce que je disais, elle fait partie des facteurs de risque des pneumopathies d'inhalation. Dans les 3 plus gros facteurs de risque, c'est vraiment la dépendance pour s'alimenter et pour la toilette orale. Quelqu'un qui ne peut pas faire ses soins, sa toilette orale, elle est à risque de pneumopathie parce qu'elle dépend de quelqu'un pour lui laver les dents. Le nombre de dents cariées et puis la nutrition artificielle qui n'a jamais évité aucune pneumopathie d'inhalation. Alors ensuite, le dépistage des troubles de la déglutition qui est à la portée des différents membres de l'équipe. Vous pouvez dépister des troubles, donc en phase aiguë, là pour le coup, j'en ai parlé déjà, l'infirmière après une chirurgie va faire un test au bleu, regarder si c'est bien suturé ou pas et si ça passe de travers, auquel cas on attend avant la reprise alimentaire. Et après en phase chronique, si vous recevez un patient au décours d'une consultation quelconque, vous pouvez faire passer lui proposer ce questionnaire, le HIT10, HIT10, qui est un questionnaire en 10 questions, sur un petit peu les symptômes qu'il peut ressentir en lien avec la déglutition. Et la cotation, c'est s'ils ont un score de 3 ou plus, c'est anormal, c'est qu'il y a un risque de présenter une dysphagie et donc il faut consulter pour éviter les complications. Vous le trouvez gratuitement aussi, ce questionnaire. Alors, dans les autres principes généraux auxquels il faut être vigilant, c'est pareil, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec ma petite diapo avec le patient au milieu. La santé de nos jours, c'est plus une santé qui est verticale avec le soignant qui sait et le patient qui fait et qui accepte sans broncher. On est sur des approches où c'est la personne qui est au centre et on est là pour l'aider à affronter son problème et à avancer. Donc, je vous ai remis le modèle. Je vous ai mis le modèle biopsychosocial de la classification internationale du fonctionnement et du handicap. Donc, on a en fait le problème de santé. Donc, par exemple, dans notre cas, le cancer en fait des VADS qui va entraîner une déficience au niveau au niveau d'un organe, au niveau de, par exemple, la langue. Et donc le traitement va consister en une glossectomie, par exemple. Donc, on va enlever une partie de la langue. Ça va se répercuter sur l'activité de déglutition, de préparation, comme on l'a vu, de l'aliment, de propulsion. Donc là, la personne, elle a des limitations fonctionnelles au niveau de l'activité de déglutition et donc ça va engendrer des difficultés au niveau de sa participation aux activités de la vie quotidienne. Donc, une limitation de ces participations, c'est-à-dire que, en fait, ils vont être dans l'évitement du repas, ils vont plus pouvoir partager le repas du dimanche avec la famille, etc. Et on prend en compte aussi les facteurs personnels et environnementaux, les facteurs personnels inhérents à la personne et puis son contexte environnemental. Donc, c'est-à-dire que si plein de bonne volonté, vous dites à la personne, il faudrait manger mixé,
où il faudrait prendre de l'eau épaissie et manger mixé, et que la personne, déjà, elle n'en a pas du tout envie, que de toute façon, elle n'a pas de mixeur à la maison, qu'elle n'a pas du tout envie d'avoir un portage des repas, ou qu'il n'y a pas de portage des repas dans sa commune, et qu'elle n'a pas d'argent pour acheter des eaux gélifiées, ça ne sert à rien de lui proposer ça, en fait. Il faut trouver une alternative. Il faut vraiment penser à prendre en compte, même si vous êtes plein de bonne volonté, il faut penser à prendre en compte ces contextes-là. Donc, on est sur de la décision partagée, on propose des solutions à la personne et elle va disposer. Voilà, on n'impose pas, on ne va pas imposer, pour reprendre les textures, on ne va pas imposer du mixé de l'eau épaissie à une personne qui n'en a pas envie, en fait. Donc, on recherche le consentement systématique, mais ça, ce n'est pas spécifique au cancer des VADS, c'est vraiment dans tous les cas, et, voilà. Et en tout cas, notamment en prise en charge de la dysphagie. Donc, les conseils individualisés comme les postures, les exercices, etc., c'est l'affaire des pros formés et habilités, des professionnels formés et habilités. Donc, c'est sur prescription médicale que l'orthophoniste ou le kiné formé va faire son évaluation, déterminer s'il faut des examens complémentaires et puis mettre en place la rééducation, proposer des compensations. Pareil au niveau diététique, avec ce bilan diététique et ses recommandations derrière. Par contre, les conseils généralisés, c'est l'affaire de tous. Et notamment, pour manger, il faut une bouche propre. Pour manger, il faut être bien réveillé. Il faut être bien installé. Ça ne sert à rien de donner à manger à une personne qui est somnolente au lit, à moitié allongée, qui est tout encombrée parce qu'elle n'a pas été aspirée. On ne fait pas ça. C'est du bon sens, mais c'est important de le rappeler. Voilà. Et puis, on peut aussi assister les repas si besoin. Dans la dysphagie, on a aussi un gros problème, c'est la prise de médicaments. Une personne qui va faire des fausses routes, si on lui donne une gélule à avaler avec un grand verre d'eau, ça va être compliqué. Donc, avant de tout écraser, pensez à revoir la galénique médicamenteuse avec le médecin, le pharmacien, voir s'il n'y a pas une modalité de prise de traitement qui est plus adaptée à ces personnes. En plus, si la personne fait des fausses routes ou qu'il y a une mauvaise propulsion, le médicament risque de même pas arriver au bon endroit pour faire ses effets. Donc, c'est très important de prendre en compte le médicament chez les patients dysphagiques. Au niveau des adaptations qu'on peut proposer, alors des adaptations de posture et de matériel. Donc, encore une fois, les postures personnalisées, vraiment, c'est après une évaluation. Normalement, on doit tester si c'est efficace. Notamment pour certains patients, on va proposer par exemple une rotation cervicale, pour d'autres une flexion, pour d'autres une extension. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on a mis en évidence pendant le bilan. Donc, en l'absence de recommandations comme ça, et même en l'absence de professionnels d'orthophonistes ou de kiné, on s'abstient de recommander quoi que ce soit parce que chaque posture n'est pas adaptée, toute posture n'est pas adaptée à tous les patients, et notamment cette flexion de tête, pour plein de patients, elle n'est pas adaptée, et en particulier en cancéro des VADS. Si vous avez une chirurgie de la langue ou de la base de langue et vous demandez au patient de baisser la tête, en fait, c'est très, très compliqué de propulser et d'avaler. Donc, en fait, vous allez le mettre encore plus en difficulté en lui demandant une flexion de tête. Donc, en cas d'absence d'évaluation spécialisée, c'est très simple, c'est une posture neutre. On demande à la personne de bien s'installer, dos droit, les pieds au sol et regard à l'horizontale. Et ensuite, adaptation de matériel. Donc, on a aussi toute cette gestion des canules qui est faite par l'IDE et les assistantes sociales. Pardon, et les aides-soignantes, excusez-moi. Sachez juste que les essais alimentaires, c'est sur ballonnet dégonflé avec une canule feutrée pour que quand la personne a besoin de tousser, l'air puisse remonter et expulser la fausse route. Au niveau des adaptations de texture, je vous ai mis le diagramme de l'IDDSI, qui est une initiative de standardisation des textures pour que chaque personne puisse parler le même langage. Donc, en fonction les textures sont définies, sont caractérisées, en fait. En fonction des besoins des personnes, on va proposer telle ou telle texture. Donc, s'ils mangent normalement, on va leur proposer du niveau 7. S'ils ont des troubles de mastication, du niveau 7 facile à mastiquer. S'ils ont des troubles de mastication et des gros risques de fausse route, et des risques de fausse route, on va proposer du 6, des petits morceaux tendres.
S'ils ont des gros problèmes de mastication avec des risques de fausse route, on va proposer des aliments hachés lubrifiés de niveau 5. S'ils ont une mastication impossible et un contrôle de la langue impossible, on va leur proposer du niveau 4 en pur et lisse, par exemple. Donc voilà, là, il y a tout un système. Voilà, il y a plein de documents disponibles en français sur le site de l'IDDSI. Pour terminer, rapidement sur les adaptations de texture encore pour les boissons épaissies. Les boissons épaissies, ça va permettre de ralentir l'écoulement des boissons et donc à la personne de se protéger ses voies aériennes en cas de fausse route. Donc, elle va avoir le temps de se protéger, donc de limiter les fausses routes. Par contre, ça ne marche pas pour tout le monde. Si on épaissit trop, on a un risque de résidus et donc un problème de protection avec un risque de débordement et donc de fausses routes secondaires. Et en plus, ce n'est pas bon. Si on épaissit, on risque aussi pour certaines fausses routes de les rendre silencieuses. Donc des personnes qui toussaient quand ils buvaient du liquide, en fait, en épaississant l'eau, ils arrêtent de tousser, mais ils font toujours des fausses routes et on ne le sait pas parce qu'ils ne toussent plus, donc on pense que tout va bien. Les boissons épaissies n'empêchent pas les pneumopathies parce que c'est toujours pareil, si la bouche est sale, on aura beau épaissir l'eau, l'eau passera correctement, mais en fait la salive, elle continuera à faire fausse route et à infecter les poumons. Et voilà, je vous ai mis comme ça plusieurs notes sur les boissons épaissies. On a un gros risque de déshydratation et donc un risque de complications avec ces boissons épaissies. Sachez aussi qu'en cancéro-DVADS, la déglutition avec fausse route à l'eau, elle est souvent bien tolérée. En tout cas, pour beaucoup de patients, elle est bien tolérée. Ils peuvent faire des fausses routes pendant des années et jamais faire de complications. Alors, je ne dis pas qu'il faut noyer les patients, mais on a plus de marge de manœuvre quand même qu'en neurologie. Et si vous devez épaissir les boissons, et notamment en phase aiguë juste après une chirurgie, en effet, pour que les patients puissent reboire, on épaissit quand même régulièrement. Préférez les boissons à base de gomme de xanthane qui sont meilleures, qui sont plus agréables au palais, qui résistent plus longtemps dans le temps, plutôt que celles à l'amidon de maïs, d'autant plus qu'en cas de radiothérapie, par exemple, l'amidon au niveau des muqueuses, ça pique, c'est douloureux, c'est très désagréable. Donc voilà, n'oubliez pas de demander le consentement de la personne si vous lui proposez de l'eau épaissie. S'il n'en veut pas, vous trouvez une autre alternative et de tester l'efficacité avant. Et fini avec cette présentation. Je remercie les équipes qui m'ont accompagnée dans l'élaboration, la lecture de ce webinaire. Et puis, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir dégagé du temps pour suivre ce webinaire. Et merci pour votre engagement auprès de ces personnes et de leur entourage. Merci beaucoup Marion pour cette belle présentation. C'était très clair, bien illustré et des liens pratiques pour plus d'informations. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose de reprendre les questions qu'il y a sur le fil. Et donc la première, comment prendre en charge les patients dysphagiques dans les services où il n'y a pas d'orthophoniste ? Alors, dans les services, par exemple, ça ne doit pas être indiqué, mais dans les services ORL où il n'y a pas d'orthophoniste, vous avez des kinés. De toute façon, vous aurez des kinés. Il n'y aura pas toujours des orthophonistes et alors, il y en a quand même souvent ou au moins qui peuvent venir des autres services peut-être, mais il y aura toujours des kinés. Référez-vous aux kinés pour peu qu'ils soient formés. Ils pourront quand même bien vous accompagner. Vous avez les ORL, c'est quand même leur métier, la déglutition aussi. Ils peuvent faire les bilans. Ils peuvent accompagner. Et puis, vous avez ces tests aussi de dépistage que les infirmières sont tout à fait aptes à faire passer pour accompagner les patients, pour les accompagner sur la déglutition. Merci Marion. Justement, sur les tests de dépistage, il y avait 2 questions. La première, qui peut utiliser le ITEN ? Anne-Christine Bricot a répondu un petit peu que tout le monde pouvait répondre, même la famille, si vous voulez compléter. Ouais. Les tests de dépistage, en fait, c'est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin d'être formé à la déglutition pour les faire passer, contrairement aux évaluations qui, là nécessitent des gens habilités et formés. Le test de dépistage, n'importe qui peut le faire passer pour peu qu'ils sachent le faire passer, en fait. Donc, il faut regarder comment le faire passer, regarder comment le coter et regarder tel et tel score, à quoi ça correspond. Mais il n'y a pas besoin de réfléchir, en fait. Il n'y a pas besoin d'analyser un test de dépistage comme on analyse une évaluation, un bilan. Il faut juste s'intéresser à comment je le fais passer. Donc oui, c'est vraiment accessible à tout le monde et même en fait, en plus, c'est des questionnaires aux patients. C'est le patient qui répond. Donc après, il y a juste à faire la somme de ces réponses et
et à, et à, et à, et à définir la marche à suivre en fonction de ce qui est dit dans les instructions du questionnaire. Question sur l'approche centrée sur la personne. Est-ce qu'il y a un questionnaire, un compte rendu spécifique et comment vous partagez les informations avec le reste de votre équipe? Alors, un questionnaire spécifique, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Si Annabelle peut préciser. Sinon, partager ces infos avec le reste de l'équipe. En fait, c'est plutôt une posture, c'est demander à la personne de quoi elle a envie, de quoi elle a besoin et quels sont ses objectifs. Et en fonction de ça, on va construire avec elle son projet de soins. C'est-à-dire que si moi, orthophoniste, mon objectif, c'est qu'il reboive c'est qu'il reboive de l'eau et que lui, en fait, il s'en fiche, il veut bien prendre de l'eau gélifiée toute sa vie. Par contre, il veut absolument manger une entrecôte. On va bosser sur la mastication et on va pas bosser. Enfin, je vais essayer de l'éduquer, de lui expliquer que c'est quand même mieux de boire de l'eau, etc. Mais en fait, si la personne, ça l'intéresse pas, je vais pas la forcer. On va être dans une discussion et une co-construction un petit peu des objectifs. Mais par contre, ouais, c'est sur ces objectifs qu'on va travailler. Et s'il y a des choses qui peuvent la mettre en danger, mais que, par exemple, voilà, elle ne peut pas mastiquer, mais elle veut quand même prendre des gros morceaux de viande, je vais lui expliquer quels sont les risques. Et puis, je vais tracer dans le dossier du patient, dans son dossier informatisé, je vais le tracer, je vais dire à l'équipe, mais je vais mettre, on a discuté, j'ai proposé ça, la personne a décliné, elle connaît les risques, mais malgré tout, elle veut faire ça, et donc je trace et j'impose pas. Okay, très bien, merci. Une autre question qui concerne l'eau-épaissie. Que proposeriez-vous en alternative pour un patient qui refuse l'eau-épaissie? De l'eau plate. De l'eau plate, je lui propose d'avoir une bouche très propre. Donc, je demande vraiment aux infirmières de faire des toilettes 2 fois par jour, de faire que la bouche soit nickel. Et après, de l'eau plate, en dehors des repas si possible. Comme ça, on n'a pas de risque d'entraîner avec l'eau, d'entraîner d'éventuelles stases alimentaires. Mais l'eau plate, les poumons, ils gèrent mieux l'eau plate, en fait, sur des fausses routes que l'eau épaissie. Donc, il vaut mieux faire des fausses routes à l'eau plate qu'à autre chose, en fait. Donc, de l'eau plate, sans hésiter. Et sur les alternatives, une autre qui concernait l'alimentation. Alors là, ce serait un patient qui ne veut pas manger mixé ou qui n'a pas accès au portage des repas pour avoir une alimentation adaptée, mixée par exemple. Dans ce cas, quelle solution aurions-nous du coup? Pour un patient qui devrait manger mixé, mais qui n'a pas accès au portage des repas et qui ne veut pas en plus du coup mixer, qui ne veut pas adapter la texture des aliments. Et voir avec lui ce qu'il a envie de faire. Et puis, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est lui expliquer pourquoi c'est peut-être important, mais que s'il ne veut pas, il n'y a pas de souci, on peut trouver. Il n'y a pas que le mixé dans la vie, il y a aussi le haché, il y a aussi les petits morceaux. Tendre, à partir du moment où c'est tendre et où c'est en petits morceaux, la personne, elle a besoin de mastiquer à minima, et en plus, si ça passe de travers, ça ne va pas boucher la trachée. Donc, les petits morceaux tendres, c'est super pour les personnes qui ont du mal à mâcher et qui sont à risque de fausse route, parce que ça leur permet de manger quasiment normalement et de ne pas passer au mixé tout de suite. Le mixé, en fait, c'est vraiment pour les personnes qui ont 0 mastication possible et qui ont une langue quasiment qui ne bouge pas, en fait. Mais pour toutes les autres personnes, ce n'est pas cette texture qu'il faut, d'où l'importance, en fait, d'un vrai bilan orthophonique pour voir vraiment les capacités de la personne et pour adapter au mieux. Et je rebondis juste sur je reprends juste sur la question d'avant sur l'eau plate. Oui, je propose de l'eau plate, mais en fait, je propose aussi, avant de discuter de l'eau épaissie, on est censé tester d'abord les textures et les manœuvres de protection. Et les textures adaptées, en fait, c'est à la fin, quand il n'y a rien d'autre qui marche. Donc, en général, on les prescrit au tout début, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord une personne, on va lui faire tester des postures de protection, des manœuvres de protection, de redirection, et après, si ça ne marche pas, on propose des textures adaptées. Donc voilà, on a tendance à inverser les choses, mais ce n'est pas dans cet ordre-là. Donc oui, je proposerais de l'eau plate, mais sans doute avec peut-être des postures de protection ou des manœuvres après une évaluation.
Très bien, merci. Et sur les boissons, justement, il y avait une question sur ces boissons aux plates, aux gazeuses, ou également, c'est vrai qu'il y a des boissons qui sont naturellement plus épaisses, comme le nectar de fruits, la soupe. euh, Peut-être quelle est leur place et qui peut les conseiller? Bah, elles ont toutes leur place et ça fait partie de tout l'arsenal, de toute la boîte à outils qu'on peut avoir. L'important, c'est que la personne, elle puisse s'hydrater suffisamment en sécurité. Donc tout est envisageable. Les boissons gazeuses, elles ont ce côté un petit peu stimulant qui facilite aussi la déglutition. Les boissons naturellement épaissies, c'est super. Ça fait partie du quotidien des patients. Donc c'est à tester. C'est à tester ce qui est le plus pertinent pour chaque patient. Très bien, merci. Peut-être on a le temps pour une dernière question. Une personne qui demandait par rapport au test ITEN qu'on a abordé tout à l'heure, est-il pris en compte dans le codage des actes par le DIM? Alors, je pense que ça dépend. Est-ce que ça dépend des établissements? Mais en tout cas, il y a plein d'établissements sur le logiciel là le logiciel rééducation, médecin, tout ça, le logiciel patient, il y a des tests de dépistage en fait, donc il suffit d'intégrer celui-là plus qu'un autre. Voilà, il n'y a pas de vrai test de dépistage qui est validé en cancéro-ORL. Donc en fait, c'est globalement un peu le seul truc et c'est même pas vraiment spécifique de la cancéro. Donc oui, il faut, j'imagine, demander à votre département. À votre DIM, à votre département d'information médicale, si vous pouvez l'intégrer dans le logiciel. Eh bien, merci Marion. On a répondu à toutes les questions. Il est 14 heures. Merci encore pour cette belle présentation et merci à tous de vous être rendus disponibles. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.